Donc je l'ai appelé après le trail de la Glave et je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, c'est n'importe quoi. Mais c'est surtout la barrière psychologique de devoir marcher quand on vient de la route, c'est interdit quoi, normalement marcher. Comme on dit, marcher c'est le fail, hein, c'est l'échec. C'est l'échec. Donc quand tu fais ton propre des trail et que t'es pas préparé psychologiquement et qu'à chaque montée tu te fais doubler par des mecs en marchant, là psychologiquement c'est dur. Tu m'étonnes. Donc tu le reprends dans la descente qui suit, mais tu sais que la montée d'après, il te redouble et toujours en marchant et ça c'est vraiment énervant. Et 2016, à 22h le samedi soir, on a les premières images de la journée. Et je vois, j'en ai encore des frissons. Et du coup, on a le premier montage, ça dure 2 minutes. Et là, tu réalises ce que tu as fait pendant un an. Ouais. Et là, ça te pète à la gueule. Ah ouais, et là, en plus, ils ont fait le montage, ils ont mis la musique, le truc qu'on n'avait jamais eu. C'était la première fois qu'on avait un truc pareil. Et là, on se retrouve avec Florence. T'as Mousse Production qui nous passe les images, je l'appelle et on se met tous les deux à pleurer devant l'écran. C'était énorme. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailers inconnus, organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figures médiatiques, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et nous allons donc passer maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je suis parti à la rencontre de Vincent Guiliani, président d'Outdoor Events in Provence, qui organise le Trail de Provence situé dans le pays de Forcalquier Montagne de Lure, qui est l'événement sportif rassemblant le plus de participants en Provence. Avec ses 6000 personnes présentes sur le site et ses quelques 2500 sportifs inscrits, grands et petits se retrouvent sur 3 jours. En 2019, on a dénombré des participants provenant de 76 départements et 26 nations différentes. Petit point contexte, cet entretien a été enregistré à Chamonix lors du week-end de l'UTMB qui a été annulé en 2020. Nous évoquons ensemble son parcours personnel dans un premier temps, sa découverte et ses premiers pas de trail, mais notre discussion tournera principalement autour de l'organisation du THP, de ses contraintes, surtout en cette période très spéciale. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Vincent Guiliani. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Guiliani. Salut Vincent, je te remercie de nous rejoindre sur le podcast. Salut Nico et merci à toi de m'avoir proposé cette interview que je suis heureux de pouvoir te donner et donc merci à toi. Eh ben, je t'en prie. Nous sommes aujourd'hui à Chamonix. Donc pour ceux qui écouteront l'épisode plus tard, cette année il n'y a pas eu d'UTMB. Et donc on s'est rejoint malgré tout. Vincent, toi tu t'es rendu aussi à Chamonix. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta visite ici ? Bien sûr, l'idée était d'être ici pendant l'événement parce que avec l'Agence du développement des Alpes de Haute-Provence, l'AD04, nous avions pris un stand pour promouvoir le trail de Haute-Provence pendant le salon du trail, salon international du trail qui a lieu pendant la semaine de l'événement et donc l'idée était de promouvoir le trail de Haute-Provence pour 2021. Donc on va en reparler un petit peu plus tard. Donc déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Vincent, s'il te plaît ? Vincent Guiliani, 48 ans, 3 enfants, marié. Donc je suis ingénieur agronome à la base, mais avant d'avoir attaqué mes études d'ingénieur, j'ai d'abord joué au tennis à haut niveau, et puis après j'ai joué au foot à plus haut niveau. Et ça a été un peu mon premier métier puisque j'étais au centre de formation de Martigues jusqu'à 18 ans. Et puis à 18 ans, il a fallu faire un choix et j'ai choisi du coup le chemin des études. Et j'ai été diplômé ingénieur agronome en 95. D'accord. Et tu as grandi dans quel coin ? Moi, je suis né dans l'Oise avec des origines du sud de la France. Donc voilà, donc entre les deux, je suis revenu à Avignon en 84. Donc voilà, depuis
Et j'ai fait 2 années à Avignon, 2 années à Nîmes, et puis je suis retourné, je suis allé 2 années à Martigues pour jouer au foot. Et puis après, je suis retourné dans l'Oise pour faire mes études d'ingénieur, et puis entre deux, je suis parti en Espagne, en Angleterre, et voilà. D'accord. Donc un peu partout en fait. Citoyen du monde. Citoyen du monde, beaucoup en France, après, dans les premiers temps déjà. Dans les premiers temps, et puis après, je suis allé vivre en Angleterre, et puis voilà, et puis je me suis pas mal occupé dans ma carrière professionnelle de l'export, donc j'ai pas mal bourlingué, voyagé. Voyager. On va parler dans un premier temps du sport. Est-ce que tu peux nous parler, donc tu l'as évoqué un petit peu juste avant, tes premiers pas dans le sport, donc un peu plus en détail. Mes premiers pas, c'était à 4 ans, après un ballon de foot, et puis à 7 ans, j'ai pris une raquette et taper dans une balle jaune jusqu'à 12 ans, et j'ai manqué 2 fois les qualifications pour Roland Garros. Ah oui. Ouais. Junior Non, à 12 ans, là, 11 et 12 ans, D'accord. j'ai fait 2 fois 5e de Picardie, il fallait être dans les 4 premiers, c'est ballot. Nice. Et puis après, j'ai déménagé à Avignon, et du coup, j'ai arrêté de jouer au tennis, et je me suis mis au foot un peu plus sérieusement. J'ai fait 2 années à Avignon. Même un peu plus, j'ai joué quelques années à Avignon, à la MJC d'Avignon, qui était le club de Paganelli. D'accord. Laurent Paganelli. Laurent Paganelli, le présentateur sur Canal+. Voilà. Et j'ai fait 2 années de sport-études à Nîmes, que j'ai enchaîné après avec 2 années au centre de formation de Martigues, donc jusqu'en terminale. D'accord. Et dans cette période-là de ta vie, centre de formation, sport-études, tu étais en parallèle en école d'ingénieur alors? Alors non, j'ai fait ma seconde et ma première à Nîmes, et j'ai fait 2 terminales à Martigues. Donc voilà, donc j'avais pendant mes années de lycée, j'ai fait 2 années de sport-études et 2 années de centre de formation. Voilà. D'accord. Et donc tu disais tout à l'heure, tu as préféré à un moment donné privilégier les études et arrêter le sport. Pourtant, tu avais des idératas par rapport à une carrière éventuelle? Oui, bien sûr. J'avais des velléités d'être. L'idée était de devenir pro. Après, j'étais, on va dire, un joueur normal ou moyen, et en même temps, la difficulté du sport de haut niveau, c'est qu'il faut être un peu monothéiste ou monotâche, et je suis pas sûr que ça rentre bien dans mon profil psychologique. Alors du coup, quand à 18 ans, il a fallu choisir entre un autre club que Martigues ou les études. Finalement, ma 2e année de terminale m'avait ouvert les portes vers une école d'ingénieur, grâce justement au foot, parce que au final, j'étais au lycée, j'avais les mêmes études que les autres, mais en même temps, je jouais tous les jours. Donc ça avait pas mal plu à l'école d'ingénieur, chez qui j'avais passé un entretien pour être... C'était quelle école ? À l'époque, ça s'appelait l'Institut supérieur agricole de Beauvais, qui s'appelle maintenant... C'est l'Institut polytechnique de La Salle. D'accord. Voilà, donc c'est une école d'ingénieur. Moi, je suis de la 134e promotion. Donc, vieille école. Voilà, une vieille école bien implantée et bien reconnue dans le monde de l'agriculture et de l'agronomie. Ouais. Et tu avais un projet professionnel? Mon projet professionnel, c'était de rejoindre soit Coca-Cola, soit Nestlé, soit Danone. Ouais. Et au final, j'ai travaillé chez Massey Ferguson, et j'ai commencé dans la machine agricole pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait de la machine agricole. D'accord. Aujourd'hui, tu es encore ingénieur ou non, aujourd'hui, tu n'exerces plus? Tu es toujours ingénieur. Je suis ingénieur pour la vie. Désolé. C'est normal, tu l'as eu, tu as le droit de le garder, c'est normal. Voilà, c'est ça. Non, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Je travaille, je pousse l'événement en fait, le Trail de Haute-Provence, pour essayer de le faire grandir, et puis peut-être, si c'est possible d'en vivre, on verra si ça serait bien, mais pour le moment c'est pas le cas, puisque c'est Pôle emploi qui me... Donc à 100% dédié au THP? Oui, c'est ça, au THP, on va dire à l'association, parce que il y a le Trail de Haute-Provence, il y a un nouvel événement qui s'appelle le THP Running, qui est une course sur route, et la première édition aura lieu normalement cette année, le 26 septembre. Et puis il y a aussi la mise en place d'une THP Academy qui propose des stages de trail en collaboration avec Julien Chaurier. D'accord.
Et puis il y a d'autres projets dans les tuyaux. On reviendra en détail si tu veux un peu plus tard avec plaisir. Dans le sujet. On va revenir un peu sur le côté sportif. Alors, foot, donc tu as mis de côté un peu cette carrière-là. Ouais. Et j'imagine qu'il y a un moment où tu as basculé dans le running ou dans la course. J'ai vu à première vue que tu avais commencé sur marathon ou sur goudron, quoi. Oui, c'est ça. En fait, je me suis mis à courir. J'ai un peu continué à jouer au foot après Martigues. Pendant mes études, mais en même temps c'était un peu compliqué d'avoir un sport d'équipe régulier au vu du peu de temps que j'avais, et puis j'avais d'autres aspirations parce que c'est pas facile de jouer à, comment dire, moi je viens de la compétition, et quand on commence à jouer en dilettante, c'est moins c'est plus dur. L'intérêt n'y est plus. C'est plus dur d'être constant. Et tout ça. Et du coup je me suis mis à courir sur la route. Au début. T'avais quel âge là ? Je sais pas, une vingtaine. Quand je pouvais plus jouer, quand je pouvais plus courir après une balle, je me suis mis plus ou moins à courir après rien. Après rien. Et puis, puis ça a duré un petit moment. J'ai dû courir sur la. En fait, je me suis mis au trail en 2011. Donc entre 96 et 2011, j'ai plutôt couru sur la route avec des périodes fastes et d'autres périodes un peu moins fastes. Mais donc voilà. 96-2011, belle période, 15 ans quand même de course à pied sur route. Avec quoi, plutôt marathon Oui, en fait j'ai fait mon premier marathon en 2006 quand j'ai changé. Je te coupe, mais je crois que j'ai vu 2h59. Ouais, mon premier marathon. Ouais. C'est beau. Premier marathon, 2h59 et 30 secondes. J'étais sous les 3 heures. T'as fait exprès Ah ouais, pour le moment, je croise les doigts. L'idée était de... J'ai pas jamais pris le départ d'un marathon pour faire plus de 3 heures. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc un bon niveau quand même. Ouais, je te remercie, mais oui. Enfin, il y en a plus. Ouais, il y en a beaucoup, mais bon. Moi, personnellement, j'en rêve. Du coup, et mon meilleur temps, c'était en 2017 où j'ai fait 2,42 en fait. D'accord. Donc, mais là, il y avait une vraie préparation. Il y avait une vraie préparation en 2006, mais pas d'expérience. Et j'en ai refait en 2011 à Marseille. J'avais couru une fois sur la route avant et j'avais fait 2,52, je crois. Comme ça. J'ai fait Paris une fois où je me suis blessé au 2e kilomètre. Et après j'ai refait Paris en 2,42,50 et l'année d'après j'ai fait 2,44,50. Ouais, ça est un plus qu'honorable. Est-ce que tu peux nous évoquer ton premier moment de trail, précisément, si possible ? Mon premier moment de trail, c'est le trail de la Grave, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement, c'est dans la Grave, c'est la Grave. Et en fait, pendant mes études, je reviens à mes études parce que donc pendant mes études d'ingénieur en agronomie, j'ai rencontré un gars de ma promo qui est un ami maintenant, puisqu'on est resté en contact après toutes ces années passées. Et c'est avec lui que j'ai commencé à courir sur la route, c'est lui que j'ai suivi, c'était mon mentor, et qui s'appelle Thierry Gallou, qui est un Breton connu et reconnu dans le monde du trail, puisque il a fini 12 diagonales. D'accord. Sur 12 participations. D'accord. Et son meilleur temps étant 20e à la Diagonale des Fous. Et donc c'est lui qui m'a amené à courir un peu plus vite sur la route, et c'est surtout lui qui m'a amené à courir en trail. Et donc je l'ai appelé après le trail de la Grave, et je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est n'importe quoi. Et parce que comme je savais pas, j'arrivais de la route. C'était quoi comme distance ce premier trail? Je sais pas, je crois que c'était 20 et quelques. Mais c'est surtout la barrière psychologique de devoir marcher quand on vient de la route. C'est interdit quoi, normalement, marcher. Comme on dit, marcher c'est le fail, c'est l'échec. C'est l'échec. Donc quand tu fais ton premier trail et que t'es pas préparé psychologiquement et que à chaque montée tu te fais doubler par des mecs en marchant, là psychologiquement c'est dur. Tu m'étonnes. Donc tu le reprends dans la descente qui suit, mais tu sais que la montée d'après il te redouble, et toujours en marchant, et ça c'est vraiment énervant. Et puis tu arrives à l'avant-dernier, ce que tu penses être le dernier ravitaillement, on t'explique qu'il te reste que 6 km, mais en même temps au ravitaillement d'avant on t'avait dit la même chose, donc t'es un peu perdu du coup. Et là tu te dis mais c'est quoi ce monde de trail, quoi. Et ça c'était ma première expérience de trail.
Et quand j'ai appelé Thierry, je lui ai dit mais c'est n'importe quoi ce que tu me fais faire. Il m'a dit t'inquiète pas, continue, ça va te plaire. Il faut persister. Il faut persister. Mais bon, de prime abord, c'était pas convaincant quoi. Non, c'était pas gagné. Et puis, mais au final, ça a fait ça sur les 4 ou 5 premiers trails. À chaque fois je l'ai appelé, à chaque fois il m'a dit la même chose. Et puis au final, c'est lui qui avait raison. Parce qu'après je suis monté en distance et à chaque fois que je montais en distance, ça a été n'importe quoi. Justement, puisque tu en parles, donc tu as combien de 2000, tu disais 2012 2011. 2011 à 2020, tu as presque 10 ans d'expérience de trail. Est-ce que tu peux évoquer avec nous les principales courses qui t'ont marqué jusqu'à présent, si tu en avais 2 ou 3 à retenir? Ouais, alors déjà, le trail de la Grave, c'était à l'été 2010. Et puis c'était pas convaincant comme expérience. Alors j'avais laissé un peu traîner la course de montagne. Et puis à Noël 2010, là, j'étais avec un copain sur un télésiège. Puis on discute et puis on se dit on va faire la diagonale cette année. Et le gars il me dit bah oui, impeccable. Donc j'ai dit on tape dans la main et puis on a dit bah octobre 2011 on sera à la diagonale des fous. Donc voilà. Et donc le lendemain il me rappelle, il me dit j'ai vérifié, finalement ça tombe pas pendant les vacances, je vais pas pouvoir le faire. J'ai dit bah ouais mais moi je me suis engagé hier alors du coup j'y vais. Et tu y allais seul? Et j'y suis allé seul. Et c'est la seule année où Thierry Galou n'a pas participé. Ah mince. Ouais, donc c'était pas prévu. Mais... Et j'ai commencé mon expérience trail janvier 2011. Et donc j'ai commencé à m'entraîner. Je suis allé faire l'Ubaye-Salomon dans la neige. Là j'ai appelé Thierry, j'ai dit mais c'est vraiment n'importe quoi. Il m'a dit t'inquiète pas, continue. toujours la même réponse. Après j'ai fait le trail, alors du coup moi j'ai dit bon ok tu crois, bon ok. Et du coup je suis allé faire le trail de mi-mai là pour passer aux 40 km pour passer les étapes là. Je suis tombé 3 fois, j'en pouvais plus, je l'ai appelé, je l'ai engueulé, il m'a dit t'inquiète pas, continue. Donc ça c'était en mai 2011, c'était donc 6 mois à peu près avant la Jag quoi. Ouais, et après j'ai accompagné un copain sur comment ça s'appelle, la grosse course d'orientation qui a lieu à la Pentecôte. Au bivouac. Au bivouac. C'est ça. Oui, au bivouac. Donc, et là, je l'ai accompagné parce que son partenaire lui avait fait défaut. Et en fait, non, je dois confondre. C'est l'année d'avant où on a fait 6e. Et puis 2011, donc en pleine préparation, on fait 3e. D'accord. Donc c'était la première fois qu'il faisait un podium. Mais moi j'avais j'avais très mal à la fin, j'avais un début de syndrome d'essuie-glace. Donc j'ai pris le départ de l'Ultra Chamsor et je me suis arrêté au milieu, ce qui était plutôt inquiétant pour la préparation. Donc ça c'était début juillet, je suis allé voir un podologue à Marseille qui m'a fait des semelles. J'ai fait le test sur le Tour de la Grande Casse au mois d'août, qui était mon dernier test avant de me décider de partir ou pas. Et là, j'ai fait 8e et du coup, j'étais hyper content. D'accord. Tour de la Grande Casse, c'est quel format ? 63 et 4000 presque. D'accord. Du coup, c'était ma vraie grande expérience aboutie, on va dire. Aboutie, avant le départ à La Réunion. Et voilà, et ce qui devait arriver arriva. J'ai pas fini la diag parce que au 53e kilomètre, je me suis déconcentré, j'ai glissé, je suis tombé d'1 mètre et je me suis tapé le genou. Je me suis pris le genou, j'avais mal. Et en descendant sur Sillaos, c'était avant le changement de parcours là. En descendant sur Sillaos, à chaque virage dans le bloc, j'avais trop mal et j'ai appelé Thierry, qui n'était pas là, donc je l'ai appelé. Et là il t'a dit il faut continue. Et là il m'a non mais en plus blague à part, oui c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a rappelé 5 minutes trop tard parce que je venais de couper le bracelet. C'était trop tard. C'était trop tard. Ouais. Mais s'il m'avait appelé 5 minutes avant, j'aurais pris un Doliprane et je serais reparti comme il m'avait dit. Donc voilà. Première grosse expérience, un peu déçu mais... Oui, et puis en même temps, j'avais jamais fait 93 km avec 6000 mètres de dénivelé, ou combien il y en avait, 5500 et du coup il me restait 70 bornes. Il devait rester autant de dénivelé quoi, grosso modo. Et à refaire, tu la referais cette jag dans ce contexte-là ou... Oui, je pense qu'il faut le faire. Enfin, je suis sportif. Alors, à la base, je suis sportif. C'est pas comme si je découvrais le sport. Après, découvrir le sport et le trail et partir sur la diagonale, c'est un peu beaucoup,
Mais du coup, j'y suis retourné en 2019 et je l'ai... Pas en 2010... Quelle année on est 2020. Est-ce que j'ai fini 2019, c'est ça. 2019, Octobre ouais. 2019. Octobre 2019, je l'ai fini. Ouais. Je l'ai fini bien. Enfin, en 41 heures, mais c'est surtout, ça a été une superbe expérience. Ouais. Et justement, dans les belles courses et dans les belles expériences, ça a été un beau voyage personnel, personnel intrinsèquement, et puis en plus en couple. Alors du coup, c'était top. C'était chouette. Hein. Ouais. Tu peux nous raconter un peu plus en détail cette Jag de l'année dernière? Ah bah oui, mais alors du coup, je sais pas si tu vas avoir assez de disques durs. Hein, parce que... Oui, bah après dans les grandes lignes, on va dire. Dans les grandes lignes, histoire qu'on comprenne un peu ton expérience, parce qu'apparemment elle a été réussie. Donc, Bah en fait, ça a été tout du long une expérience positive, parce que j'avais déjà plus de trail au compteur, donc plus d'expérience, et j'ai fait 2 CCC, une que j'ai finie, une que j'ai pas finie. Même celle que j'ai finie, je l'ai finie en faisant un mauvais temps, mais j'étais content de l'avoir finie. Ce qui a été en fait un grand, une grande avancée pour moi psychologiquement, parce que de réaliser à quel point c'était important de finir une course. J'étais loin de ce que j'avais prévu. Je voulais la faire en 18h et puis je vais faire 25h30, tu vois, un truc comme ça. Et j'avais explosé au même endroit que l'année précédente sur la CCC. Mais bon, peu importe, je l'ai fini. Et du coup, ça a été un gros plus dans ma préparation et dans ma capacité à terminer les courses. Et donc pour revenir à l'expérience de la diagonale, c'est que tout a été positif dans la mesure où j'étais avec un copain pour m'entraîner. Donc on était à 2, j'étais pas obligé d'embêter toute ma famille à expliquer mes problèmes, tout ce que font les ultra-trailers quand ils arrivent chez eux. Quoi. C'est ça. Ils prennent la tête de tout le monde parce qu'ils ont toujours un truc. Absolument. Donc le plus important, c'est l'ultra-trail. Et en fait, tout le monde s'en fout. Je suis d'accord. Je m'en fous pas personnellement, mais je suis d'accord que tout le monde s'en fout de l'ultra-trail. Dans la famille, ils sont contents, mais bon, ils en ont ras-le-bol de bouffer, de manger ça matin, midi et soir, 24h sur 24, pendant 6 ou 8 mois. Quoi. C'est clair. Donc là, le fait de pouvoir aller s'entraîner avec un ou plusieurs copains, c'était plutôt chouette de pouvoir échanger là-dessus. On a fait, en s'entraînant avec Julien Champigny, qui est de Fort-Calquier aussi, qui m'a fait découvrir des trucs qui paraissent simples, mais genre de manger toutes les heures, à heure fixe. On est allé faire une préparation dans les écrins, on est parti 23 heures sans pour autant aller vite, mais on a fait je sais pas 80 bornes et 7000 et quelques de dénivelé. Donc c'était pas la vitesse qui était recherchée, mais plutôt du dénivelé, puis la capacité à pouvoir passer la nuit dehors. Tout ça a été... Ça t'a apporté de l'expérience. Vachement d'expérience. On s'entraînait le matin, on partait à 6h, on allait se faire au début 5 côtes, et puis après c'était 6, après c'était 7, c'était 8, la même, en montant, en descendant, et au début on la faisait en marchant, et puis après on la faisait en trottinant tout le long. Et donc c'est ces entraînements qui sont un peu rébarbatifs, mais qui sont tellement nécessaires dans la préparation, et qui imposent un rythme, qui impose une rigueur. Et en même temps, là, quand tu le fais avec un copain, tu sais qui t'attend à 6h, et que t'as pas envie de te lever, mais tu sais qui t'attend, donc tu es obligé de te lever. Et puis quand tu le retrouves, tu dis putain, heureusement que je t'avais donné rendez-vous, parce que sinon... C'est bizarre, moi aussi. C'est pas... Et là, tu pars avec la frontale, tu dis on est content, pas encore, mais bientôt. On sera content quand ça aura fini. Quoi. Et puis tu rentres, t'as le sourire, t'as de la pêche, t'es gonflé aux hormones. Et puis, donc un gros plus pour d'être à 2 dans la préparation déjà, avant d'y aller. Quoi. Exactement. Et dans la préparation physique et psychologique, et aussi d'enlever la pression à la famille Bien sûr. D'avoir un gars ou une fille qui... Et lui était dans le même contexte que toi, il la faisait aussi ou... Oui. Lui, il l'a fait vachement mieux que moi, même, puisque lui, il a fait un peu moins de 35 heures. Ah oui. Et donc voilà. Mais donc, ça, la préparation était positive. On est arrivé... on s'est logé avec mon épouse, on était en bord de mer, et on était en fait sur le boulevard du départ. Donc on avait fait un Airbnb, et par chance c'était bien, pas trop grand, mais juste sur la plage, et on était loin du centre pour être assez loin du bruit, et en même temps on avait la vue sur la mer, donc même ça c'était un cadre qui était sympa, idéal, on pouvait tout faire à pied pour aller manger. On était arrivé dimanche pour partir le jeudi, pas trop.
parce que l'attente est longue en fait. Hein. Oui. Donc d'arriver trop tôt, alors c'est bien pour s'acclimater, mais en même temps. Si c'est trop long, le stress limite aussi. Quoi. Ouais, en fait, il y a un moment où au lieu d'être du plaisir, ça devient plutôt embêtant à gérer. Bon là c'était plutôt. Tout s'est bien passé. 4 jours avant c'est l'idéal quoi. Ouais, c'était bien. Donc ce départ, dans la crainte, alors, dans l'excitation, dans quel état d'esprit t'étais ? Tu sais pas, t'as beau t'être préparé. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Ouais, à un moment, Julien il m'a dit qu'il s'était jamais aussi bien préparé, qu'il se sentait prêt. Alors j'ai dit moi aussi je suis prêt alors. Si on s'est préparé ensemble, c'est que ça va aller. Oui, voilà où j'en étais. Donc sans savoir à quel moment, voilà dans quel état d'esprit j'étais. Ouais. Après, j'ai été hyper surpris par le départ. Enfin, le sas de la Diag, il est un peu compliqué à gérer, parce qu'entre le bruit, il faut arriver 4 heures avant. Entre la Diag et l'UTMB, les deux sont mythiques, mais il y a quand même c'est un peu plus carré. Structuré. Donc, il y a eu ça à passer qui était un peu long. Mais une fois qu'on était parti, là, le bord de mer... la foule en délire, c'est quand même extraordinaire. Et ça dure pour les 14 premiers kilomètres, mais les 6 de mémoire, 6 ou 8 kilomètres où tu as du monde, tu as l'impression d'être sur le Tour de France, un truc comme ça, et je me dis, c'est juste incroyable. Quoi. Il y a toute l'île, et c'est vrai que toute l'île pendant une semaine vit pour le truc. Ouais, et puis c'est chouette. Quoi. Donc, j'avais eu. Donc Thierry était là, et il a couru lui Thierry? Oui, bien sûr. La 13e, la 12e alors. La 12e. Et Thierry, on avait imaginé se voir à La Réunion, parce qu'il est arrivé un peu avant moi. Puis on n'a pas réussi à se joindre entre les emplois du temps. Comme lui, il était avec, on en parlera sans doute un peu plus tard, mais il était avec Bernard Gauthier. Bernard Gauthier, c'est un autre breton, très connu dans le monde du trail, parce que c'est l'organisateur du trail de Gare-les-Dents. D'accord. Et c'est lui qui a été le premier à m'ouvrir la porte quand j'ai décidé d'organiser un trail. Et Bernard a tout de suite tendu la main et tout ce qu'il pouvait faire pour m'aider, il l'a fait. Et donc c'est deux acteurs majeurs de ta vie de trailer. Et professionnel et de trailer et de manière générale. Quoi. Ouais, exactement. Donc on y reviendra plus tard sans doute même. Et donc, comme on avait des emplois du temps un peu différents, qu'on ne dormait pas au même endroit, eux ils étaient à Saint-Gilles, moi j'étais à Saint-Denis ? Non, j'étais la ville du départ, j'oublie toujours. Ah oui, non, Saint-Denis c'est la fin, pardon. Je sais plus, Saint-Jérôme, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça, enfin bon, peu importe. Et donc on ne s'est pas vu et on n'a pas pu prendre le départ ensemble. Et je lui avais demandé, mais comment c'est possible que vous mettiez que 2 heures ou à peine 2 heures et demie pour les 20 et quelques kilomètres, et il m'avait pas trop répondu là, Thierry. Et après j'ai compris, parce qu'en fait c'est assez plat et il y a de la route et donc les 20 premiers kilomètres étaient hyper rapides, c'est un peu surprenant. Ouais. Et puis après j'ai pris les claques. Une fois qu'on avait quitté le roulant, on rentrait dans la diagonale quoi. Ouais. Et là, un truc qui était génial dans cette diagonale, c'est de retrouver Thierry dans la descente sur Sillaos. C'est vrai. Ouais. Et là, top. Ouais, c'était top là. Et puis comme il était plus ou moins en forme, alors c'est toujours un peu comme on n'avait pas décidé de faire la course ensemble, donc moi je voulais pas baisser mon rythme et je voulais pas lui imposer un rythme. Donc ça a été un gros coup de boost de le voir et de le récupérer. Ouais. Et pour lui aussi, j'imagine. Ouais, lui il m'a laissé partir, mais je pense que ça lui a fait du bien. Ouais. On est arrivé plus ou moins ensemble à Sillaos. Lui avait plus d'expérience, il s'est lavé, il est reparti. Enfin, il était bien. Moi, j'ai bien mangé. Qui était un de mes gros problèmes sur les courses. Et je suis reparti de Sillaos avant lui. J'ai fait le montée du Taibit devant. Et puis, je sais plus. Enfin, celui d'après, au kilomètre 77, j'arrive à ce ravito et là, je sais pas ce qui m'arrive, mais je craque. Alors qu'on est qu'au 77e. Mais je crois que j'ai pris un gros coup de chaud dans la montée. C'était avant que les nuages arrivent et on était bien exposés et tout ça. Et là j'étais en pleurs, enfin j'appelle Valérie, mon épouse, j'étais en pleurs et en fait j'ai eu à peine le temps de m'apitoyer sur moi que Thierry est arrivé. Il m'a embarqué. Tu continues. Tu dois continuer, tu verras, ça va être bien fait. Exactement. Et là
Du coup... Donc du coup, rebooster pareil. Ouais, bon, enfin là, je savais pas, j'avais juste, j'ai dit, bon, bah, il faut que j'arrête de pleurer, parce que... j'ai raccroché, j'ai dit à Val, écoute, il y a Thierry, Thierry là. Thierry arrive. Il fera le relais. Je vais avec lui. Il mangeait son rougail saucisse sans problème. Et il était avec un autre copain breton qui avait pour objectif de finir dans les 20 premiers, mais qui avait un problème au genou, donc il est reparti tranquille. Et nous, on est reparti, et il m'a, comme ça, et il m'a amené jusqu'en bas du Maïdo. D'accord. On a fait 30 km comme ça. Là. Ouais. Puis, en bas du Maïdo, pourtant, ça a toujours été mon rêve que de faire la diagonale avec Thierry. Ouais. Je lui ai dit, je te laisse là, parce que j'étais plus en train de faire ma course. Ah. J'étais plus dans ton rythme. Bah, c'est surtout que j'étais dans les pas de Thierry, mais je la vivais plus en fait, ma course. Alors j'étais bien d'être avec Thierry, mais c'était pas ce qu'on avait, c'était pas vraiment ce qu'on avait prévu en fait de la faire ensemble, de la suivre à tout prix. Et moi j'étais venu la faire plutôt avec mon épouse qui faisait l'assistance. Ouais. Et à un moment je me suis dit, je suis plus dans ma course. Et quand j'étais en Bayern Maïdo, et en même temps, j'avais plus de doute sur le fait que j'allais la finir. Et il restait, on est au 107, il restait 60 bornes, alors c'est long, mais on y était à 19h. Pour toi, c'était fait, quoi. Ouais, pas fait, mais c'est jamais fait, mais... C'est jamais fait, parce que tu peux t'arriver à un truc, mais à part le problème physique... Le gros pépin, à part ça, toi, t'étais armé, quoi. Voilà, et en même temps, j'étais plus en train de faire la course que j'avais imaginée. Donc j'ai dit, écoute, je dors, moi je vais dormir en bas du Maïdo, et puis on verra après. Lui a continué, et c'était bien, parce que lui était dans son rythme, et du coup... j'ai dormi un peu trop d'ailleurs au Maïdo, puis surtout j'ai fait l'erreur de ne pas manger du sel avant de me coucher, donc j'ai pas trop bien mangé à ce moment-là. Quand je suis arrivé en haut du Maïdo, j'étais un peu faible, il faisait froid, donc j'ai redormi 1 heure là-haut, et je pensais avoir dormi 2 heures, mais je n'ai dormi qu'1 heure, mais au total j'ai mis 1 heure de plus à la descente, alors quand je suis arrivé en bas, c'était kiff-kiff, mais bon voilà, j'avais mis vachement de temps à la descente. Arrivé à Île-et-Savané. Et là, avec le soleil, lever du jour, j'ai pris une douche, je suis reparti. C'était bon. Frais. Ouais, et puis c'était bon, j'allais au bout, là, quoi qu'il arrive, c'était sûr que je la finirais. Et, bon, après, ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu 1 ou 2 passages à vide, mais pas vraiment. Comment ça s'appelle la promenade des Anglais, pas la promenade des Anglais, mais le sentier des Anglais. Les sentiers des Anglais. Merci. Et donc voilà. Après ça s'est enchaîné plutôt pas mal. Et raconte-moi un peu l'arrivée alors. Bon, à l'arrivée, déjà tu arrives au Colorado, là en haut du Colorado, tu sais que c'est tout proche, mais c'est loin quand même, apparemment. C'est loin. C'est-à-dire que t'es qu'à 5, tu dois être à 6 km. Mais les marches sont hautes, hein, donc tu te dis, parce que tu te dis, t'arrives là quand même, tu retrouves de l'énergie et tout, et puis mais les marches elles sont hautes, et t'hésites à envoyer ou pas envoyer. Moi j'ai pas trop envoyé, et en même temps je regrette un peu. Il y a un moment j'aurais pu gagner du temps et passer sous les 41 heures, mais en même temps c'était pas très très important, mais donc voilà, elle est là, l'arrivée, et en même temps elle est loin avec ses grandes marches, et puis une fois que tu arrives dans le stade. T'es arrivé de jour ou de nuit ? De jour. J'arrivais de jour. Ta femme ? Avec mon épouse qui m'attendait. Non, c'est chouette. Après tu te dis, putain, quel voyage. Est-ce que c'était ton plus beau souvenir de trail ce moment-là ou pas ? T'en aurais un autre ? Ou est-ce que c'était ce moment-là Non, c'est le plus marqué. C'est celui-ci. Au final, il y a celui-ci qui m'a beaucoup marqué. Il y a la Saint-Élion en 2018, où j'ai fait une belle course, mais j'ai fait une belle course sous la pluie pendant 8 heures là. Je fais une belle place en plus, et du coup j'étais content, mais c'est pas que le chrono et la place, c'est en fait l'enchaînement de tout ça. Pareil, on était partis en groupe, on tenait un stand à la Saint-Élion pour présenter le THP. Comme on était 4, finalement, il y avait Ron, Florence et Cathy qui étaient là. Florence et Cathy ont pris le relais le samedi pour nous laisser nous reposer, nous préparer avec Ron. Et parce que Ron aussi avait pris le départ, mais il a dû
il était pas en super forme, mais il est tombé au 40e au kilomètre, du coup il s'est refroidi et puis il n'a pas pu repartir. Et moi je savais pas trop comment je me sentais physiquement, et quand je suis arrivé, que j'ai vu le panneau qui restait que 36 km, je me suis dit maintenant on va chercher les places, quoi. Donc, parce que j'étais bien, je me sentais encore avec pas mal d'énergie, et du coup du 45 au 71e j'ai couru vite. Et quand je suis arrivé au 71e, j'étais un peu fatigué. Et les 10 derniers kilomètres ont été un peu longs, mais au final, ça s'est bien passé. Du coup, c'était ça. Tu finis combien sur ce 50e, je finis. 50e. C'est beau. Ouais, j'étais content. Ouais, j'étais content. Donc, ces 2 expériences-là sont les 2 expériences marquantes pour toi. Ouais, oui, c'est pour les grandes distances. Et puis c'est marrant, en fait. Ce qui est marrant, c'est de pouvoir se dire qu'on court à 80 bornes ou 150 bornes, 160 bornes. Enfin, c'est... Voilà. C'est quoi ton pire souvenir de trail depuis ces 10 ans? Si tu devais en choisir un. T'as pas le droit à 2, t'as le droit à 1. Ouais, le pire... Ouais, je pense que c'est... je pense le trail de mi-mai. Quand même. Ouais. Le trail de mi-mai, c'était super technique. Ouais. Je suis tombé 3 fois, dont la 3e fois, je me suis explosé. Mais en plus, c'était une faute de débutant. Et puis en même temps, j'étais un débutant. Mais parce que j'ai voulu manger dans une descente où je cherchais mes tubes, mes gels dans la descente. Alors, je te coupe, je t'interromps 2 secondes. Le trail de mi-mai, pour ceux qui ne savent pas, c'est un trail qui se situe sur la chaîne de l'Étoile, dans le sud-est, sur les hauteurs de Marseille. Ouais. Mi-mai, c'est le village des Bouches-du-Rhône le plus haut des Bouches-du-Rhône. Voilà, je te laisse continuer. Ouais, non, voilà, c'est un caillou super technique, comme la Sainte-Victoire, comme tout ça, et moi, j'étais pas vraiment habitué. Moi, dans le trail running, il y a running. Et en fait, j'ai bien envie d'amener de la vitesse dans le trail, même si à chaque fois, quand ça va trop vite, certains ou certaines ont tendance à caractériser ça comme du roulant et avec un aspect péjoratif. Et moi, je pense que c'est plutôt un aspect positif que de pouvoir courir le plus vite possible et le plus longtemps possible. En tous les cas, c'est comme ça que je vois le trail running. Et donc, c'est pas facile de courir vite dans mi-mai parce que c'est très technique et c'est une manière aussi de faire du trail running. Mais moi, j'étais pas du tout habitué au tout début et c'est vrai que j'adore la Sainte-Victoire, je vais m'entraîner dans la Sainte-Victoire avec le caillou est technique aussi. Ah oui, ça. Technique et glissant, je connais très bien aussi. Voilà, technique et glissant, et en même temps c'est des vraies belles zones d'entraînement parce que ça t'oblige à aller vite, à mettre des appuis, à être précis dans des appuis, donc c'est... Ça pardonne pas en plus. Non, ça pardonne pas. Mais du coup, une fois que tu as l'expérience, c'est bien, mais au tout départ, quand tu fais tes premières armes de trailer sur ça, et que tu arrives de la route, c'est difficile. On sent que tu as quand même une propension à amener un peu de ton esprit de compétition dans le trail. Ouais. À proprement parler. Toi, quand tu prends le départ d'une course, c'est pour faire le meilleur perf possible ou... Oui. Pour vivre les meilleures expériences possibles. Je crois que les deux sont liés en fait. Ouais. je crois que les deux sont liés. Et la meilleure perf possible, ça veut pas dire de gagner. J'ai plus le niveau de gagner. J'ai d'abord jamais eu le niveau de gagner. Mais après, c'est une perf par rapport à soi-même, donc c'est de repousser ses limites le plus loin possible. Et oui, moi je suis plutôt dans l'esprit d'amener de la performance, mais c'est pas parce qu'on amène de la performance qu'on peut pas être ouvert et qu'on peut pas inclure un maximum de personnes. Et d'ailleurs, je pense qu'on en parlera. On a inventé un concept avec l'Ultra de Provence. On a inventé l'élitisme inclusif, quoi. Tu vas en parler. Bien sûr, je vais en parler parce que je pense que les deux sont possibles et c'est pas un gros mot que de vouloir la perf et on peut avoir du plaisir dedans et chacun doit s'y retrouver. Ok Vincent, je te remercie pour tous ces souvenirs et toutes ces anecdotes. On va passer à un autre sujet pour lequel tu consacres énormément de temps dans ta vie aujourd'hui, c'est le THP, le Trail de Haute-Provence. Alors est-ce que tu peux nous présenter déjà le THP, quand a-t-il débuté? Où se situe-t-il? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui.
Mais ça, je dois pouvoir vous en parler. J'y passe un peu de temps depuis 2013. Donc, le projet est né grosso modo pendant mes premiers entraînements de la Diag, en fait. En 2011. En 2011, ouais. En 2011, je me suis entraîné donc pour la diagonale et je partais de chez moi. Et au début, tu fais 10 km, après tu fais 20 km, après tu fais 30 km. Puis après, ta sortie normale, c'est 40 km et tu trouves ça normal, quoi. Et donc, à un moment, tu te retrouves en haut de la montagne de Lure et tu te dis, il faudrait quand même que je rentre. Donc, comme je suis arrivé du côté ouest, alors je suis rentré côté est. Donc, c'est un peu comme ça que c'est né au départ en se disant, mais j'ai découvert la montagne de Lure grâce à ça et j'en suis tombé amoureux, comme on peut tomber amoureux d'un endroit, quoi. Et je la trouve très très belle, cette montagne de Lure. Très très belle parce que finalement elle monte à 1826 mètres, mais elle propose une ligne de crête qui te permet d'avoir une superbe vue à 360 degrés. Au nord, tu as l'arc alpin, et au sud, tu as la vallée de la Durance, et ça t'amène jusqu'à la Sainte-Victoire quand la vue est dégagée, quoi. Et c'est juste... On est dans les Alpes d'Haute-Provence. Hein. On est dans les Alpes de Haute-Provence, on est à côté de Manosque et on est entre Aix-en-Provence et Gap. On est au milieu entre grosso modo, ouais. Voilà. Donc, et on est sur le début des Alpes. Donc c'est en faisant ces premières sorties longues d'entraînement que tu te dis y a un pourquoi truc, pas. Ouais, je me dis tiens, c'est bizarre, c'est quand même il se passe rien à cette époque-là sur cette chaîne-là. Il y avait un trail qui s'appelait La Belle Allure qui tournait dans le sens inverse de celui qu'on a proposé après. D'accord. Ensuite, j'ai changé de boulot en 2011. Donc, en changeant de boulot, j'ai repris mes études. J'ai fait un MBA à Aix, l'IAE d'Aix-en-Provence. Et dans le cadre de mon MBA... MBA, tu peux préciser ? Un Master en Business Administration. Enfin, c'est un bac plus 5. D'accord. Et du coup, c'était un MBA en Change Management and Innovation. Et dans le cadre de ces études-là, il y avait un stage à faire que j'ai réalisé chez Salomon. Parce qu'en fait, une des raisons pour lesquelles je suis venu au trail, c'est que j'ai fait comme une bonne partie des trailers. J'ai suivi le dieu vivant Kilian. Oui. J'ai regardé ses images. J'ai dit, j'adore. Tu m'étonnes. Je crois qu'on arrive à trouver quelqu'un un jour qui n'aime pas Kilian Jornet. Je sais pas, moi j'en ai pas trouvé encore. Hein. Ouais, ça serait bizarre. Et du coup, dans le cadre de mes études, je me suis dit, tiens, il y a une belle opportunité d'essayer de combiner ce que j'avais fait avant, ma carrière professionnelle, ce que je voulais éventuellement faire après. Et du coup, j'ai envoyé ma candidature de stagiaire à 40 ans, j'avais 40 ans, chez Salomon, avec des sujets, j'avais proposé des sujets. Et ils m'ont dit oui, c'est bien, mais parfait, c'est bien tes sujets, mais non, tu vas faire ça en fait. Mais tu viens quand même. Alors, et du coup, j'ai commencé début juillet 2012 chez eux et je crois que je suis arrivé le lundi. Le mercredi, je faisais ma première photo avec Kilian Jornet. C'est génial. Parce que moi, j'étais prêt à apprendre comme stage, je sais pas moi, porteur de chaussures de Kilian. Sortir les poubelles, on s'en fout. Donc, en plus, on fait faire un truc intelligent et sympathique. Donc ce n'était que mieux. Mais bon, voilà. Tu peux préciser t'as le droit ou non, oui. Ouais, bon, je sais pas, parce que c'était un truc stratégique à l'époque. En fait, c'était l'analyse des nouvelles tendances sportives. Donc l'arrivée d'un nouveau sport qui s'appelait le cross-training. Ouais. Enfin, le cross-training devenant un sport à part entière. Et en fait, c'est le début du crossfit qui passe à outdoor, du crossfit qui devient en fait la base des courses à obstacles, des mud race, des Spartan race, c'était comme ça. Et l'idée était de voir quelle influence ou quel impact Salomon pourrait avoir dans ce domaine-là. Et en fait, le stage a été en fait converti en CDD parce qu'il y avait. Je suis allé à l'étranger voir les filiales de Salomon. Je suis allé faire je suis allé rencontrer des consommateurs,
comprendre leur façon d'aborder ces courses-là. Voilà, je suis allé aux États-Unis, en Autriche, en Allemagne, on était comme ça pour les rencontrer et des consommateurs, et des filiales, et des distributeurs. Et j'ai proposé un business model et un business plan, et on est allé jusqu'à la mise en œuvre sur le terrain avec des coachs d'un programme d'entraînement qui reliait Salomon à ces sports et à ce programme d'entraînement. D'accord. Mais c'était un sujet stratégique pour la marque à l'époque. Ouais, après le truc c'est prêt, je sais pas ils vont voir s'ils l'utilisent ou pas, parce qu'il y a d'autres... il y a des chevaux de bataille plus importants en ce moment qui sont d'aller sur la route pour Salomon, et qui est un truc... ça et le textile, c'est des choses qui sont plus importantes que le sujet qui m'avait été proposé. Donc voilà, et tout ça pour dire quoi ? Donc pour dire que tu vas chez Salomon en 2012. Oui, voilà, donc là je commence à être vraiment confronté à l'univers du trail. Donc j'ai l'expérience, la première expérience de trailer avec la Diagonale. J'ai une bonne expérience de l'univers du trail en étant chez Salomon, et quand je rentre de chez Salomon, j'étais en fait vice-président de l'office municipal de la jeunesse et des sports de Fort-Calquier. D'accord. Donc j'avais converti la course locale qui était sur route et qui était à 11 km avec 300 mètres de dénivelé, qui était en train de mourir parce que personne ne comprenait quelle performance il pouvait faire avec ses 11 km et ses 300 mètres de dénivelé. Je l'ai converti en course nature et puis après en petit trail. Et puis à un moment, j'avais proposé, il y avait un gars qui montait un club de trail à Fort-Calquier, qui avait un BE, qui cherchait un projet pour peut-être s'installer, gagner sa vie. Et je lui ai dit, écoute, si tu montes le club et que il y a un dossier à faire, il y a un truc à faire avec le trail, c'est sûr que il y aura quelque chose à faire ici. Fort-Calquier, il y a un truc incroyable avec Fort-Calquier, tellement c'est chaleureux, le vivre ensemble et tout ça, que quand on arrive, on se sent bien. La municipalité a joué quel rôle là-dedans elle a été très motrice. Motrice, elle a ouvert les portes, et la commune et le maire, c'était Castaner à l'époque, et qui était aussi le président de la communauté de communes. Et quand en 2013 j'ai présenté le projet, puisque finalement le gars là, qui avait le BE, il ne s'est pas intéressé au projet. Et en 2013, avec Céline et Léonie, qui étaient les deux gérantes du Endurance Shop Manos, qui étaient partenaires sur la course de Fort-Calquier, qui s'appelait la course des 4 rennes, qui, après avoir vu la réussite de l'édition 2013, qui était passée en format nature, elles ont dit, bon, ok, ça nous intéresse de faire un trail, d'organiser un trail. Et du coup on s'est réunis tous les trois, et j'avais trouvé 2 folles, plus folles que moi, donc c'était impeccable. Et l'aventure est partie de là. L'aventure est partie. Donc fin 2012 ou 2013 ça 2013, on crée l'association pour lancer la première édition du Trail de Haute-Provence en 2014. 2014. Première édition 2014, mai 2014. Et on propose, on n'a jamais organisé, ni elle ni moi, d'événements. On ne sait pas du tout comment ça se passe. Et on propose 4 courses adultes et 2 courses enfants. Attention, j'imagine là, parce que du coup c'est tout au... Ouais, et puis en même temps il faut un peu se poser, il faut réfléchir, et puis il faut bosser quoi. Mais après tu fais la liste. Bien sûr qu'il nous en manquait des trucs, ça c'est pas vu. Il y avait combien de participants sur ces 4 courses la première année ? La première année 500. En tout ? Ouais, 500. Donc à peu près 100 par course à peu près ? Une centaine de coureurs ? Ouais, je sais pas. Oui, à peu près, mais on avait annoncé l'objectif à 500 et puis on avait fait 505, je crois. Et toi, ta vision du départ, c'était quand même de proposer un événement qui propose différentes versions de course. Ouais. Ce qui n'était pas forcément le cas. En 2013, il y avait quoi ? Il y avait le Festa Trail qui proposait ça, l'UTMB bien sûr. Mais c'était pas hyper répandu, il y avait en général c'était plutôt un ou 2 formats. Ouais, un des piliers fondateurs du Trail de Haute-Provence, c'est de créer de la valeur sur le territoire, du pays de Fort-Calquier, montagne de Lure. Et donc il y a une vraie volonté de proposer un événement qui permet de mettre en valeur le territoire et de faire venir passer les gens découvrir ce territoire. Donc
Donc dès le départ, on a proposé 2 formats longs, parce qu'on a proposé un 44 et un 80 ou un 77 à l'époque, mais le samedi. D'accord. Donc ça, d'abord, moi je trouve qu'en tant que coureur, c'est bien de pouvoir courir le samedi pour pouvoir récupérer le dimanche et profiter du dimanche pour en faire un peu ce qu'on veut, soit pour rentrer, soit pour rester là où on est allé et tout ça. Et en même temps, en tant que, avec la volonté de créer la valeur sur le territoire, je trouve que c'est mieux parce que les gens peuvent arriver le vendredi, courir le samedi et rester le samedi soir ou pas et partir soit le samedi, soit le dimanche. Et toujours dans cet esprit, celui que tu as souligné tout à l'heure où il y a de la compétition et en même temps j'ai mis en avant le fait qu'on peut avoir de la compétition et être inclusif. On a proposé 2 parcours, 2 plus petites distances le dimanche. Et dès le départ, on a mis en place une course solidaire avec la volonté, en fait, c'était un 8 km pour faire découvrir les alentours de Fort-Calquier ou Fort-Calquiérain ou locaux qui n'avaient pas forcément l'habitude de découvrir ces alentours-là sous un format trail ou même sans format trail d'ailleurs. Parce que c'est souvent les locaux qui connaissent moins bien les c'est clair. Et puis ça a aussi avait la volonté de proposer aux gens de se mettre au sport de manière douce. Et ça a plutôt ça a fonctionné parce que maintenant il y a quand même pas mal de gens qui courent à Fort-Calquier et avec effectivement l'événement qui grandit, ça a un engouement, ça génère encore plus, ça suscite encore plus d'engouement sur la course à pied, notamment le trail sur le pays de Fort-Calquier, montagne de Lure. Et aujourd'hui, tu peux nous donner un petit peu les chiffres là sur 2019 en termes de nombre d'inscrits, nombre de personnes que ça ramène sur le territoire? Mais juste pour l'anecdote, parce que j'aime bien la raconter celle-là. Mais mais juste pour l'anecdote, c'est qu'en 2000, donc la première édition, je crois qu'il y avait une dizaine d'enfants qui participaient, et dont 3 moi. Donc voilà, et entre-temps, et dans cette volonté d'amener de plus en plus de monde à faire du sport et de promouvoir les valeurs du sport dans lesquelles tu te doutes bien que je crois beaucoup. Oui. Il y avait 370 enfants en 2019. Ouais. Et je pense qu'on est qu'au début parce que grâce au travail important de justement l'OMJS, donc l'Office municipal de la jeunesse et des sports, qui a fait un super boulot au niveau alors je sais pas comment ça s'appelle, des tables, des nappes au moment des temps périscolaires qui étaient proposés là. Là, 6 semaines avant l'événement, ils ont proposé des entraînements. Du coup, ils ont parlé de l'événement, etc. Oui, mais même ils entraînaient les classes pour l'événement. Ouais. Parce que ça a mis un peu de temps à prendre. Et puis après, j'ai proposé en fait un challenge des écoles de la communauté de communes. D'accord. Pour essayer d'embarquer tout le monde dans le projet. Et puis ça a pris, et ça a pris notamment grâce à l'OMJS qui a relayé le message et qui a entraîné avec ses animateurs. Donc c'est un projet global de toute la commune, quoi, en fait. Oui, l'idée c'est d'avoir. Je pense qu'on est loin d'être arrivé à la limite pour les enfants. Et il y a plein de trucs à faire. L'an dernier, on a eu 370 enfants. Mais on n'a pas très très bien structuré les courses. On a eu quelques schismes qu'on a géré. Il va s'améliorer là-dessus, quoi. Oui, voilà, et je pense que l'idée c'est qu'en 2020, c'est qu'on propose une autre formule pour justement créer encore plus de dynamique au niveau des courses enfants, plus les mettre en valeur, pour qu'ils aient leur vrai rôle à jouer dans un événement comme celui-là et qu'ils leur rôle à jouer et puis qu'ils en retirent aussi une superbe expérience, quoi. C'est pas qu'un rôle à jouer, c'est qu'eux vivent leur première expérience de course. Oui, voilà, et que ça leur donne envie d'aller plus loin et s'ils continuent la course à pied, tant mieux. S'il faut d'autres sports, c'est bien aussi. Peu importe. L'idée c'est d'y aller et d'apprendre avec plaisir. Ah ouais, voilà, c'est ça, exactement. Moi, alors pour parler un petit peu de moi, je l'ai fait à une reprise. J'ai fait le marathon de Lure. Je me suis régalé sur ce THP. C'est comme je te disais un peu hors enregistrement, vous avez réussi à créer quelque chose un festival du trail qui semble assez quand même conséquent, avec un esprit de famille. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, et alors je voudrais un peu que tu parles de cet aspect-là et nous expliquer un peu comment tu as fait pour créer ces
ces deux façons de voir les choses au niveau du trail? Je vais essayer. La question est peut-être un peu compliquée. Non. Non, parce qu'en fait, non, je crois qu'elle est extrêmement claire et pas compliquée. La manière dont on a réussi, parce que d'abord je suis pas seul, j'ai dit Léonie et Céline qui étaient là, qui sont là depuis le départ, et puis après il y a justement le noyau dur qui s'est qui s'est élargi, qui s'est étoffé. On est une petite dizaine sur le noyau dur. Voilà, je suis pas seul à avoir réussi à faire ça. Après c'est vrai que c'est moi le moteur, c'est moi qui porte le truc et c'est moi qui me suis arrêté de travailler, donc c'est normal. C'est normal que ce soit moi qui soit aussi le plus impliqué là-dedans. Mais la manière dont on a réussi à générer ces deux, c'est-à-dire de proposer un festival sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux, festif et inclusif, c'est que depuis le début, et à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, le projet du Trail de Haute-Provence est construit sur 3 piliers forts qui sont la création de valeur. C'est une vraie volonté de générer des revenus pour le territoire. C'est de partager les valeurs du sport avec le plus grand nombre, et c'est, si possible, d'intégrer d'autres univers pour mélanger en fait la course et d'autres ambiances, pour que les gens créer de la mixité. La mixité, pour faire avec et pas sans ou contre. Et dès le départ, on a proposé, par exemple, il y avait des conteurs qui racontaient des histoires aux enfants. Il y avait des gens qui proposaient des ateliers de maquillage. Enfin, il y avait des animations pour créer quelque chose. Après, comme c'était les premières éditions, ça a plus ou moins bien marché, mais l'esprit est là de vouloir mixer différents univers. L'an dernier, on a proposé un concert de musique classique. Alors finalement c'était en plein air, ça s'est pas forcément déroulé comme on le souhaitait, mais il y a quand même des gens qui sont allés voir le concert parce qu'après ils se sont déplacés dans une salle qui était fermée, et du coup c'était un super concert même s'il n'y avait pas grand monde. Mais bon, cette volonté là elle existe. Peut-être qu'aujourd'hui on n'est pas encore assez bien structuré pour intégrer comme moi je l'aimerais d'autres univers, pour que ce nouvel univers profite des trailers et que les trailers profitent de cet nouvel univers. Mais donc ça c'est l'esprit qui nous anime depuis le départ. L'autre raison pour laquelle on est arrivé à conjuguer les deux, et le sérieux et le ludique, c'est que j'ai toujours partagé les chiffres et le projet avec les bénévoles. C'est-à-dire que quand l'objectif de 500 participants, 800 participants, tout ça, je leur dis à l'avance. Et, quand on fait les réunions avec les bénévoles, je leur dis voilà où on va. Et j'avais donné la première réunion le vendredi 13 septembre 2013, qui était l'anniversaire de mariage, de mon mariage. Tu n'es pas superstitieux. Non. Mais du coup, j'avais annoncé à la mairie, à la Comcom, qu'il y aurait 500 participants la première année. 800 la deuxième, j'avais rien dit à la troisième, et j'avais dit 1500 à la quatrième. Ouais. Et du coup on a fait 500, 5, 820. On a fait troisième année, on n'avait pas annoncé de chiffres, alors du coup ça tombait bien parce qu'on n'a pas fait une très bonne année par rapport à ce qu'on avait connu auparavant. Et la quatrième année, on a fait 1650. Donc je dis ça parce que finalement, j'ai toujours partagé la vision que j'avais de l'événement avec les institutionnels, mais aussi avec les bénévoles, avec l'équipe. Et je leur fais, comme c'est moi qui regarde les chiffres des inscrits, tout ça, je leur donne régulièrement la position de là où on est par rapport à l'année précédente pour savoir si ce qu'on fait c'est bien, si ça fonctionne, si on est en ligne ou pas avec les objectifs. Alors c'est moi qui mets les objectifs hauts et c'est moi qui cours derrière les objectifs. Alors, du coup, des fois j'engueule le mec qui fixe les objectifs, mais comme c'est moi, du coup je m'engueule moi-même. Mais je trouve ça marrant en fait. Et du coup, et c'est dans cet esprit-là qu'on a construit la volonté d'avoir une équipe sérieuse, se prendre au sérieux et de partager l'événement. Et on a inclus, chaque année on a rajouté quelque chose de nouveau. Jusqu'à maintenant c'est ce qu'on a fait. Et puis après en grossissant, on s'est dit il faut qu'on arrive à se structurer un peu parce que c'est bien de gérer
à la dernière minute, mais si on pouvait essayer d'être un peu mieux organisé, ça serait mieux. Et alors du coup, nos bénévoles, qui étaient nos bénévoles à nous, on leur a dit, vous savez quoi, maintenant, comme vous maîtrisez le process, maintenant vous êtes chef. Et du coup, on a créé une équipe de 23-24 chefs de poste qui ont, eux, maintenant, la mission de recruter leurs équipes. Donc on fixe avec eux le nombre de tâches à réaliser sur leur poste. Ça va du ravitaillement, signaleur et tout ça. Et après, comme on peut s'appuyer sur... on a des retraités extraordinaires. C'est pas que des retraités, mais on a une bande de jeunes retraités ou de moins jeunes retraités qui sont hyper contents de participer à un tel événement, qui voient l'engouement, qui voient la fête, qui sont heureux de contribuer à ça. De participer à tout ça. Et les retours qu'on a quand on fait les sondages coureurs, c'est que les bénévoles sont juste incroyables, quoi. Et donc c'est chouette. C'est chouette. Donc c'est comme ça qu'on arrive c'est comme ça qu'on est arrivé à créer ce qu'on a créé jusqu'à maintenant. Et vous faites du bon boulot. Moi personnellement, je trouve, comme je disais, que c'est un événement qui vaut le coup d'être vécu. Alors d'une part parce qu'effectivement c'est bien organisé et qu'on sent que c'est sérieux. Alors en plus moi je l'ai fait en 2016, donc il y a presque 4 ans. Ouais. Je le refais cette année. Sur le marathon de Lure de nouveau parce que je me suis éclaté. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, la montagne de Lure, c'est juste exceptionnel. Ça fait partie de mes plus beaux souvenirs de trail, le THP. Je l'ai déjà dit dans un épisode, mais je me revois encore en arrivant presque à Fort-Calquier, là, à 5 km. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Les Mours. Et me tourner, voir la montagne de Lure au loin et me dire, putain, mais je viens de là, quoi. Et ça reste à la gravée, quoi. Tu vois, c'est des trucs. Et donc, c'est vrai que c'est chouette. Vous faites du chouette boulot. Est-ce que tu peux nous dire... Merci, parce que du coup ça fait... Non, mais j'attendais que tu aies fini, mais merci parce que ça fait plaisir à entendre. Et puis encore une fois, c'est aussi ça fait plaisir à entendre et de pouvoir le partager avec le reste de l'équipe parce que parce que c'est un travail d'équipe. Faites vraiment du bon boulot et je vous souhaite bonne continuation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des strates, donc il y en a parlé juste un petit peu avant, des strates organisationnelles des bénévoles. Donc il y a les chefs de poste. Tu as donc 26 chefs de poste et sous chaque chef de poste, il y a combien de bénévoles à peu près ? Il peut y en avoir suivant les postes jusqu'à 20, de 10 à 20 en fait, en fonction, parce que ça dépend si tu as le chef de poste des inscriptions qui est un des plus gros postes. Donc là tu dois avoir 30 ou 40 sur tout le week-end parce qu'avec les horaires, entre les inscriptions sur place, le retrait des dossards, et tout ça, ça fait... Donc ça fait, je te dis, une bonne 30 ou 40 bénévoles. Sinon, ça varie de 10 à 20 sur les secteurs, ceux qui sont sur le terrain en fait. D'accord. Donc voilà, ça fait deux. L'an dernier, on était entre un peu plus de 200 bénévoles. 200 bénévoles, c'est énorme. Hein. Ouais, ça commence à faire. Et du coup là, et en même temps, l'événement grandit. On a de plus en plus de gens qui veulent venir et ça c'est chouette. Du coup, il faut qu'on se structure il faut qu'on trouve une application pour gérer les bénévoles. Et en même temps, c'est marrant parce que c'est tout un... On a les bénévoles qui n'ont pas d'internet, les bénévoles qui ont des portables mais pas des smartphones ou des trucs comme ça. Et du coup, il faut qu'on trouve le bon moyen de communiquer, de récolter l'information. Et voilà, il y a tout ça à gérer. Voilà. J'ai une question qui me vient, un sujet peut-être un peu épineux pour les organisateurs de trail et de course à pied, d'événements sportifs en général. Le certificat médical. Juste pour la petite anecdote, vous êtes même très sérieux, vous, au niveau du THP. Je pense que vous avez cet aspect-là assez à cœur. Alors je partage un peu mon expérience. Mon certificat médical m'a été refusé parce qu'il manquait un tampon. Alors, je pense qu'il y a d'autres trails où ça n'aurait pas été le cas. Je pense que vous avez quand même cet aspect-là bien à cœur. En fait, il y a plusieurs niveaux de réponse que je vais te faire par rapport à ta question. Et je reviendrai sur ton parcours du marathon après, parce que par rapport à... Non, je reviens pas après, je t'en parle maintenant, parce que sinon ça me sortira. Tu as dit que tu l'as fait en 2016 et que tu vas le faire en 2020. Sache que la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu vas passer sur les crêtes
Alors qu'en 2016, tu passais pas sur les crêtes. D'accord. Et donc ça sera encore mieux. Alors ça sera juste magique. Magique. C'est une bonne nouvelle. Pour revenir sur le certificat médical, on essaye de, pareil, tout ce qu'on fait, on essaie de le faire sérieusement. Il y a des normes, une législation en place sur ce qui doit apparaître sur le certificat médical. Et du coup, on le fait respecter, mais c'est pas nous qui imposons les normes. Donc, s'il n'y a pas de tampon, non, on le prend pas. Et s'il n'y a pas la bonne date, on le prend pas. Et si on voit pas que c'est un faux, on le prend. Et si on voit que c'est un faux, on le refuse aussi. Ça, c'est dans le cadre du législatif, on va dire, en vigueur. Mais moi, je suis un fervent opposant au certificat médical. Je trouve que c'est n'importe quoi. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être, c'est pas à l'organisateur que d'être responsable de l'état de santé du coureur. Et en fait, ça va même, pour aller jusqu'au bout du bout, je pense que dans la mesure où si on récolte les certificats, et on le fait parce qu'on nous l'impose, on pourrait en tirer la conclusion que finalement tout le monde est en bonne santé. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'un dispositif médical aussi important que... Si on va jusqu'au bout de la logique, effectivement. Donc voilà. Or, le truc c'est que si on nous impose un dispositif médical, c'est le président de l'association ou le responsable de l'événement qui, si jamais le système médical est défaillant, doit répondre du système, savoir si tout était en place ou pas. Et donc ça je comprends, et ça c'est bien parce qu'il faut veiller à l'intégrité des coureurs, l'intégrité physique des coureurs. Mais moi, un mec qui fait un faux, une fille qui fait un faux d'un certificat médical, qui a un problème physique pendant l'événement, je vois pas en quoi je suis responsable de ça. Et il n'y a personne qui oblige les coureurs à participer à une course. Ils s'inscrivent, ils sont en bonne santé, tant mieux, ils sont pas en bonne santé, c'est dommage, mais c'est leur responsabilité. Ça ne peut pas être la responsabilité de l'organisateur que de gérer ça. Et je suis assez d'accord avec ce que tu dis, ça participe un peu à la déresponsabilisation de la société aussi quand même, quoi. Je trouve. Après c'est un point de vue personnel, mais... Ouais, on cherche un coupable, on cherche toujours un coupable et c'est pas forcément bon endroit qu'on est en train d'essayer de le pointer là, donc voilà, donc à chacun de prendre ses responsabilités effectivement, et je pense que l'organisateur a assez de responsabilités sans pour autant qu'il soit responsable responsable de l'état de santé. Qu'on lui donne des responsabilités qu'il n'est pas à même de pouvoir vérifier, de pouvoir prendre. Oui, voilà, c'est ça. C'est clair. Vérifier ou d'imposer, tout ça. Loi 1901. Alors je te coupe avant que tu répondes. Tu es fondateur de Outdoor Events in Provence. Alors tu es fondateur de Outdoor Events in Provence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... C'est quoi? C'est une société privée? C'est une association Loi 1901 et qui se développe et qui avait pour objectif l'événement. Au début il y avait qu'un projet du Trail de Haute-Provence, et puis après il y a d'autres choses qui sont nées de l'expérience du Trail de Haute-Provence. Et là l'idée c'est que ça porte aussi la THP Academy, et ça porte aussi le THP Running, et ça portera d'autres événements s'il y a d'autres événements qui viennent. Il y a des choses qui sont dans les tuyaux, mais on on en parlera plus tard. D'accord. Donc c'est une loi 1901. Oui, mais en même temps ça marche. Moi ça c'est pareil, ça me fait bien. C'est les mêmes contraintes qu'une loi, une société de droit privé, mais. Donc tu ne peux pas faire de bénéfices, théoriquement. Non, mais il faut quand même plus de recettes que de dépenses, quoi. Sinon ça marche pas. On ne peut pas faire de bénéfices, mais il faut rentrer plus d'argent que ce qu'on en dépense. Après il faut investir. Oui, bien sûr. Oui. Mais après, une loi 1901, ça peut avoir des salariés. Enfin, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que, il faut qu'on arrive à se structurer pour que. Moi, ça fait 7 ans, 2013, ça fait 7 ans que je suis bénévole, et ça ne peut pas continuer comme ça, quoi. On ne peut pas justement créer de la valeur sur tout le territoire, que les hébergeurs, les restaurants, tout le monde, et puis tant mieux, c'est l'objectif. Oui, c'est l'objectif principal du départ. Et c'est pas possible que tout le monde récupère cette valeur qui a été créée, et que ceux qui l'organisent soient bénévoles. Forcément. Ça ne marche pas, quoi. Donc il faut arriver à trouver la meilleure façon de structurer, de garder l'association, et d'avoir une structure privée qui travaille pour l'association.
association qui permet au développement de l'événement. Et voilà. Mais après, le fonctionnement d'une association, en termes il faut plus de recettes que de dépenses, sinon ça ne marche pas. D'accord. On va attaquer un sujet un petit peu compliqué. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation par rapport au Covid ? Donc, on rappelle que l'événement était prévu en mai, il a été donc annulé, et il a été reporté en octobre, 23. Du 23 au 25 octobre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la situation du THP par rapport au Covid aujourd'hui ? Oui, alors bien sûr je peux, mais justement je reviens sur la date d'origine, et tout ça c'est lié, c'est qu'à un moment on se posait la question de savoir quelle date exactement on allait mettre l'événement. Et 2016 qui a été la 3e année où finalement on n'a eu que 900 et quelques participants alors qu'on avait 800 et quelques en 2015, nous a fait prendre conscience que ça serait bien de pouvoir positionner le Trail d'Haute-Provence sur un long week-end. Et du coup, on a associé le Trail d'Haute-Provence avec le week-end de l'Ascension. D'accord. Voilà, ça nous permet d'avoir un week-end de 4 jours et du coup de proposer un long week-end pour que les gens viennent découvrir le pays de Forcalquier, montagne de Lure. Et c'est comme ça qu'en 2019, on avait 2500 participants, dont avec 76 départements français représentés et 26 nationalités. D'accord. Parce qu'on a aussi des étrangers de plus en plus qui viennent participer à l'événement. Donc voilà, donc c'est effectivement en 2020, ce qui était prévu, c'est que l'événement ait lieu d'ailleurs j'ai oublié la date, maintenant que c'est dans le passé. C'était du 22 au 24 mai. Et on a essayé de trouver une date qui puisse nous permettre de rassembler les éléments qu'on avait eu avec ce long week-end de l'Ascension. Et c'est comme ça qu'il nous est apparu le week-end du 23 au 25 octobre, qui est en fait un week-end c'est le 2e week-end des vacances de la Toussaint. D'accord. Et en fait, donc avec le Covid, qu'est-ce qui se passe ? On est bien obligé de mettre en vigueur ce qui nous est imposé. Et c'est normal qu'il faille prendre toutes les mesures nécessaires pour garder la distanciation, limiter, empêcher en fait la propagation du virus. Donc nos bénévoles vont avoir des masques, il va y avoir du gel hydroalcoolique. Et là, au vu de la situation qui se tend, parce que là on est bien fin août à l'UTMB. On est fin août, ça se retend en France. Ça se retend fortement. Là, des gros événements tels que le Grand Trail de Serre-Ponçon, et je suis vraiment triste pour Serge Moreau parce qu'il y a un boulot de dingue qui avait été fait, Serge Moreau et toute son équipe. Jean-Michel aussi, Jean-Michel Fort-Vincent. Et toute leur équipe qui avait travaillé le sujet depuis 3 ans, puisque François Den faisait les premières images il y a 3 ans. On est triste, c'est clair. Très triste qu'ils aient été obligés d'annuler. Donc je disais, la situation se tend, et moi je vous avoue je t'avoue, mais j'avouais aux auditeurs que je suis à Chamonix pour réécrire l'histoire de ce qui va se passer en octobre pour le Trail de Haute-Provence. C'est-à-dire il faut qu'on revoie le nombre de courses, il faut qu'on revoie le nombre de coureurs par course, et moi autant je suis un fervent défenseur de la loi, c'est-à-dire il faut mettre en vigueur ce qui nous est imposé, il n'y a pas à négocier avec ça. C'est comme l'histoire du certificat, je suis contre, mais comme on nous l'impose, on le fait correctement et on le fait dans les règles. Donc là c'est pareil, on nous impose des nouvelles règles sanitaires, on les met en œuvre, mais par contre il faut qu'on vive quoi. Et donc moi je cours de plus en plus avec mon masque, je teste. L'autre fois j'ai fait une sortie de 20 km, je suis parti, je suis rentré, c'était sur la route parce que vous ne prenez pas peur, mais j'étais entre 16 et 17 km heure. Avec le masque ? Avec le masque. Oh la vache. Et donc on y va quoi. On va pas mourir quoi.
Enfin, il faut qu'on... Enfin, je veux dire, on va pas... Si on arrête tout, on va mourir. Mais pas mourir du Covid, on va mourir de l'arrêt... de la société économique, intellectuelle. Enfin, de plus avoir de futur, c'est juste c'est clair. Intellectuellement trop hyper dur à vivre. Et donc voilà. Donc, est-ce qu'on pourra mettre tout à l'heure, tu soulignais le côté festif, le côté ludique du travail de Haute-Provence, entre ça ou pas faire, ou faire de manière plus spartiate, moi je suis partisan qu'il vaut mieux faire de manière spartiate que pas faire du tout. Et peut-être qu'en 2020 on n'aura pas la chaleur ou qu'on était en mesure de pouvoir proposer. Mais on n'aura pas rien. Mais on n'aura pas rien. Et moi, comme tu le sais, puisque tu as participé en 2016, moi depuis 2014, depuis la première édition, je suis sur la ligne d'arrivée. Et une de mes grosses satisfactions, mes grosses joies, et une des raisons pour lesquelles je continue à avancer avec le Trail de Haute-Provence, c'est quand je me retrouve sur la ligne d'arrivée, que je partage avec tous les coureurs de toutes les courses. Et j'y suis tout le week-end. Ça je vais pas pouvoir le faire, mais c'est pas parce que j'ai pas envie parce que l'événement a grandi, c'est parce que là le Covid va faire qu'on va pas pouvoir le faire, donc il va falloir que je trouve une solution pour quand même être présent sur la ligne d'arrivée, que ça a un sens, et en même temps en respectant les gestes barrières et les normes qui nous seront imposées. Mais entre faire plus spartiate ou pas faire, moi je suis partisan de faire de manière beaucoup plus spartiate. Alors il faut qu'on réduise le nombre de ravitaillements. Il faut qu'on réduise le nombre de bénévoles pour réduire le risque. Il faut qu'on réduise le nombre de courses, il faut qu'on réduise le nombre de participants par course. Voilà ce à quoi je suis en train de réfléchir. Et qui impose, par exemple là on cite l'exemple du trail de Serpenson, là il y a eu aussi les championnats de France à la Gap-en-Cible qui ont été annulés il y a 3 jours. Qui prend la décision d'annuler ce type d'événement? Qui, toi, si demain ça devait être annulé, qui aurait pris la décision? C'est toi, c'est le maire, c'est le préfet? Aujourd'hui, ça m'est un peu difficile de répondre parce que chaque événement, d'abord, a ses propres contraintes, sa propre dynamique. Certains événements sont annulés par décision administrative. Donc là, de ce que j'ai compris, mais c'est à vérifier auprès de Serge, c'est plutôt, ça vient de l'ARS, la décision qui a été prise, parce que a priori, il m'avait semblé comprendre que la préfecture du 05 était d'accord, était partante, mais l'ARS en a jugé autrement. D'autres événements, c'est l'organisateur ou le président qui décide de ne pas faire parce que les bénévoles ne répondent pas ou il y a trop de risques par rapport aux bénévoles et tout ça. Bon, chaque événement a sa propre dynamique. Moi, tant qu'on me dit pas non, j'avance. Je vais faire pour les raisons, c'est pas, c'est pas envers et contre tout, c'est pour vivre quoi. Parce que moi j'ai pas envie de m'arrêter de vivre quoi. Et s'il faut qu'on fasse tout avec le masque, on fait tout avec le masque. Et s'il faut mettre je sais pas moi une combinaison, un néoprène de 5 mm, on le fera. Moi. Après, je commenterai pas les mesures, c'est pas, j'ai pas toutes les données. On est surtout pas là pour ça non plus. Oui, voilà, donc ça, c'est pas ça. Moi, mon truc, c'est de le faire dans les contraintes qui me sont imposées, mais de le faire. Okay. Et voilà, ça c'est mon leitmotiv. Enfin, ça tourne en boucle depuis pas mal de semaines et à chaque nouvelle information, j'essaie de m'adapter, de trouver une nouvelle solution. Quelle est ta plus grande récompense d'organisateur jusqu'à présent? Un moment à sortir? 2016. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'était pas avec moi. Non. Si, tu as contribué, mais je savais pas que tu avais fait en 2016. Alors du coup, le truc magique dont je me souviendrai tout le temps, c'est 2014, on fait intervenir des jeunes stagiaires qui étaient des copains d'une nouvelle recrue de l'OMJS, qui nous font des images. D'accord. C'était très bien et tout. Ils nous font les premières images et elles arrivent quand elles arrivent. Enfin bon, voilà, on s'en sert, mais elles arrivent après l'événement, pas mal de temps après, parce que pour le montage et tout ça.
En 2015, bon, je ferai pas de commentaires sur 2015. On a des images, mais c'est un peu différent. Et 2016, on est samedi soir. Il est 22h. Et là, on avait changé d'équipe de production d'images. On est avec l'équipe d'Isabelle de Mousse Production. Ouais. C'est la première année qu'ils interviennent. Et à 22h le samedi soir, on a les premières images de la journée. Et je vois, j'en ai encore des frissons. Et du coup, on a le premier montage, ça dure 2 minutes. Là, tu réalises ce que tu as fait pendant un an. Ouais. Tu vois les coureurs. Ouais. Et 2016, ça a été une année magique parce qu'on avait, la cime des Alpes qui était enneigée. Et du coup, il y avait un contrat. Moi, je l'ai toujours appelé la cordillère. On avait notre cordillère des Andes à nous. Tu vois. Et quand tu vois ce que tu as fait, les images des coureurs qui sont dans la montagne de Lure, et tu en as un qui se pose sur ce qu'on appelle la fenêtre, parce que en fait, c'est un endroit avant la dernière arête sommitale où tu descends, tu as un plat, tu as l'arête sommitale, et là, tu as 1000 mètres de gaz dessous, tu as la vue sur la vallée du Jabron, et en même temps sur l'arc alpin, et tu as le mec qui se pose, il arrive de la combe, il sort, il se pose, il regarde. Je crois que j'ai vu cette image, elle me parle de cette image. Et là, ça te pète à la gueule. En fait. Ah ouais, et là, en plus, ils ont fait le montage, ils ont mis la musique, le truc qu'on n'avait jamais eu. C'était la première fois qu'on avait un truc pareil. Et là, on se retrouve avec Florence, parce que dans l'équipe rapprochée, il y a Céline, Léonie et 2 Florence, et qui sont là depuis le début et qui font un travail formidable. Et là, donc il y a Florence Cornuet qui est, elle, en charge de tout ce qui est inscription, retrait des dossards, donc ils ne voient pas beaucoup de jours, parce qu'en plus pendant longtemps la partie inscription et les dossards c'est à l'intérieur de la salle Pierre Michel, donc elle est un peu coupée du reste de l'événement. L'autre Florence Gavrel qui s'occupe du village est connectée tout le temps avec les coureurs, avec ce qui se passe dehors, et donc Florence Cornier elle est déconnectée, elle est un peu à part. Et là on se retrouve tous les deux. T'as Mousse Production qui nous passe les images, je l'appelle et on se met tous les deux à pleurer devant l'écran. C'était énorme. Donc tu vois, ça me fait. C'est génial. Donc c'est ce moment-là pour toi qui t'a. Ça c'est, tu vois, c'est quand tu passes de l'amateurisme. On est toujours amateur, mais ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup, tu vois les images qui sont montées comme par des pros avec une musique qui est juste ce que tu as. Enfin, tu savais pas ce que tu allais avoir comme musique, mais le tout ensemble, tu as 2 minutes, tu te dis putain, ça fait un an qu'on travaille pour ça, et les gars, ils ont la banane, et il y a des images qui sont fabuleuses. Et je change un peu de sujet, mais quelle est ta plus grande crainte en tant qu'organisateur ? Ouais, c'est l'accident. Enfin, tu vois, pour le moment, on a toujours eu de la chance. L'accident, ça, c'est une vraie crainte. Là, dans le contexte actuel, je sais pas où on va. Fin octobre, j'ai bon espoir que ça se fasse. C'est pas une période quand même très simple à gérer en ce moment, j'imagine. Ouais, parce que là, c'est un peu fatigant, quoi. Parce qu'en fait, c'est difficile d'embarquer les gens avec ça. Et moi, j'évite de solliciter mon noyau dur parce que je sais pas tellement quoi leur raconter. Je les préviens que je suis en train de réécrire l'histoire. Mes chefs de poste, c'est pareil. Je leur ai dit, on a fait un barbecue à la maison cet été avant que tout le monde parte. C'était le 20 juillet, le 21 juillet, justement pour leur expliquer, parce que déjà je sentais qu'il y aurait sans doute des choses à réécrire. De leur dire, écoutez, quoi qu'il arrive, on va le faire. Enfin, quoi qu'il arrive. Encore une fois, il ne faut pas se méprendre sur mes propos, je n'irai pas contre la loi. Puis, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que l'état d'esprit qui m'anime depuis le départ, ils me connaissent, c'est aussi pour ça qu'ils me suivent, c'est que... Tant qu'il y a une possibilité, on y va, quoi. On y va, quoi. Et quitte à que ça soit spartiate. Et toute la journée, assez régulièrement, je réponds aux coureurs et j'aurais pas de problème à défendre ma position. Et il y en a qui seront peut-être pas contents parce que il y aura moins de ravitaillement. Peut-être. Mais il y aura quelque chose. Si possible, il y aura quelque chose. Mais entre avoir moins de ravitaillement et faire l'événement, ou avoir tous les ravitaillements et pas avoir l'événement, le choix, elle est vite fait. Voilà. Et donc c'est comme ça que je raisonne.
C'est tout à votre honneur, hein, à vous tous. Hein. Ouais. Après, c'est clair que c'est pas, en ce moment, c'est une période compliquée, hein, c'est sûr. Oui, et puis on a des dépenses, et puis après tu sais pas engager. Le truc c'est que tu as des dépenses de com, tu as des dépenses. Nous on a fait les t-shirts et les médailles, ils étaient achetés pour le mois de mai, tu vois. On a des fournisseurs qui sont sympas, mais bon, il y a quand même des dépenses. Après on sait pas. Les exposants s'ils viennent pas, quel type de village on met en place. C'est le bazar, mais on va trouver une solution. Mais voilà, c'est pas... On vous souhaite le meilleur, et j'espère aussi, moi personnellement, un petit peu égoïstement, que ça se fera parce que je suis inscrit. Donc je souhaite de tout cœur que cet événement se fasse. Est-ce que tu as on arrive tranquillement vers la fin de l'interview là. Est-ce que tu as un sujet que tu voudrais aborder dont on n'a pas parlé? On a abordé pas mal de sujets. C'est pas tout à fait lié. Si, il y a deux sujets. Allez, vas-y. Deux sujets. Le premier sujet, c'est un autre événement. Alors, c'est en dehors du trail, mais comme je suis, je développe pas mal les oxymores avec ce qu'on fait avec le trail, avec Outdoor Events. Donc, le THP Running, c'est un événement nouvellement créé, qui était dans les tuyaux depuis un petit moment et qui est une autre façon de mettre la montagne de Lure en valeur. Et c'est une course sur route. C'est un peu la quintessence de la route et de la nature, parce que tu montes la montagne de Lure par la route et tu arrives au niveau de la station de Lure et tu as un panorama que tu connais, toi, et qui te permet, même en étant sur la route, de pouvoir profiter d'un super panorama. Donc ça, c'est quelque chose j'espère, qui va bien se développer. Et qui montre aussi justement l'ouverture de l'association, parce qu'il n'y a pas que le trail qui est bien. La course sur route, je trouve ça bien, et que les deux vont bien ensemble. Et par exemple, en étant placé le 26 septembre, on est un mois avant le Marseille-Cassis, donc c'est une superbe opportunité c'est un bon dernier entraînement. C'est quoi, c'est un 20 km 15 km avec 930 mètres de dénivelé positif. Oui. C'est une montée sèche. Le profil est assez simple à comprendre. C'est un moment de tout, en fait. C'est mieux qu'un moment de tout. C'est mieux qu'un moment de tout. C'est 16,3% de moyenne de montée. D'accord. Mais il n'y a pas un moment où tu descends. Tu pars du village, d'en bas du village de Saint-Étienne-les-Orgues, et tu arrives à la station de Lure, tu as 15 km et 930 de D+. Donc c'est un superbe événement pour se préparer pour le Marseille-Cassis, qui est quand même... Marseille-Cassis, c'est le premier trail sur route. C'est le moins plat des semis, quoi. Ouais, tu regardes le profil, c'est un profil trail, mais sur route, parce que tu as 10 km de montée et 10 km de descente. Et donc voilà, moi j'ai participé pas mal de fois à Marseille-Cassis, j'aime bien. Pour ça, justement, parce que tu montes et tu descends. Et donc voilà, THP Running, il est mis un mois avant, parce que ça peut... Donc en septembre, tu peux répéter la date ? 26 septembre, et il y a un seul parcours qui s'appelle Up 15 en anglais, ou UP15 en français. D'accord. Et donc voilà, ça peut servir pour le Marseille-Cassis, mais ça peut servir aussi pour le Trail de Haute-Provence, parce que finalement, ça te fait une belle sortie, notamment pour ceux qui vont faire le 27. Ça te fait 15 km de montée à 7%. C'est un bon entraînement pour le trail. C'est clair. Et l'autre point sur lequel je voulais revenir, mais là, qui concerne le Trail de Haute-Provence, c'est justement cette volonté d'amener de la performance, de la vitesse dans le trail, tout en étant inclusif. C'est que cette année 2020, c'est aussi le lancement de l'Ultra de Provence, qui est la première fois qu'on va proposer un 150 km avec 7000 mètres de dénivelé. Et on va le proposer avec 31 heures. Alors, il n'y a pas que des mauvaises choses. 31 heures de maximum ? Maximum. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans le transfert de date, parce qu'en fait, on se retrouve à courir le 24 octobre, et dans la nuit du 24 au 25, on change d'heure. Donc, il y aura 32 heures pour le prix de 31. Et 1 heure gratuite. 1 heure gratuite. C'est offert, c'est la maison. C'est sympa. Et voilà, on est comme ça au Trail de Haute-Provence. Non, mais bon, ça c'est pour l'anecdote, mais 31 heures, c'est rapide. Et puis, c'est possible qu'un jour, on diminue encore cette limite horaire. Et en même temps, on propose
2 parcours de repli pour ceux qui ne passeraient pas les barrières horaires. D'accord. Donc il n'y a personne qui est éliminé. Très bien. Et les deux parcours de repli. J'allais te poser la question. Les 2 parcours de repli arrivent au kilomètre 80 et donc tu finis par le marathon. Et si tu fais un 104 km, d'accord, tu as 4 points ITRA. Et le deuxième parcours de repli arrive au 122e kilomètre. Et tu finis par le marathon encore une fois, il te reste 14 km et tu fais 136. Et là, tu as 5 points ITRA. D'accord. Donc en fait, moi j'ai une vraie envie de rendre cette Ultra de Provence une course mythique pour 2 raisons. La vitesse à laquelle on va le courir et on va dire la difficulté du parcours qui va être liée notamment à la vitesse et à la chaleur. Après, j'allais dire, le troisième point, c'est que je le rends mythique parce que parce qu'il est beau, mais tous les organisateurs vont te dire que. Oui, toi, t'es pas objectif là. Oui, voilà. Donc, mais en même temps, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de parcours qui proposent 22 km de ligne de crête. Et une ligne de crête, c'est quoi ? C'est que 360. Ouais, t'es à 360, t'as 1000 mètres de gaz côté nord de la montagne de Lure qui t'amène dans la vallée du Jabron et t'as une pente douce qui t'amène jusqu'à la mer, jusqu'à Aix-en-Provence côté sud. Et je suis pas objectif, mais pour avoir couru dans quelques endroits, 22 km de ligne de crête, j'en ai pas encore vu, mais je suis sûr que tu es prêt à en découvrir. Je suis prêt à découvrir. Et ce concept que tu as créé là, il existe sur d'autres courses ? Ce parcours de repli par rapport aux barrières, il existe certainement. Il y a d'autres courses qui proposent, si on est fatigué, ou si on n'a pas envie de tourner avant, mais moi c'est pas ça le concept. Moi le concept c'est que c'est la barrière horaire qui fait foi, donc si tu es dans les barrières horaires tu continues. Et puis c'est aussi finalement tu es pas exclu puisque tu finis avec tes points ITRA correspondant à la distance que tu as faite. D'accord. Mais l'idée étant de ne pas exclure les gens en fait, de leur donner envie de s'entraîner, de progresser pour qu'ils arrivent à faire le 150 dans le temps imparti. D'accord, très, très bonne idée. Écoute, en espérant que tu puisses le mettre en place en 2020. On en a parlé tout à l'heure légèrement, le THP Academy, tu peux en dire un mot aussi ? Oui, bien sûr. THP Academy, propose en fait des stages de trail. Donc on est en collaboration avec Julien Chaurier, on intervient lui et moi. On prend des groupes de 6 à 12 personnes. C'est généralement sur des sessions de 3 jours. On commence le vendredi à 13h30 et on finit le dimanche à 15h. Et l'idée étant d'amener les gens à progresser. On fait des vidéos, on fait des sorties longues, des sorties courtes, des sorties techniques, de la vitesse, de la montée, de la descente. On prend des vidéos, on les analyse et on améliore. On essaie d'amener les stagiaires à s'améliorer. Par le partage, on est en fait 3 jours en immersion, puisqu'on dort tous ensemble. D'accord. Et l'idée, donc on est en pension complète. Et l'idée, c'est de courir, progresser pendant les sorties, mais aussi prendre du temps à l'analyse de la vidéo pour comprendre en fait où est-ce qu'on pêche. Et comme ça, le lendemain, on peut travailler ses défauts. Et comme on est 2, on est en mesure aussi de s'adapter aux différents niveaux du groupe. Et quand il y a besoin de séparer le groupe en 2, comme ça, on est chacun avec une partie du groupe. Et à combien de reprises dans l'année vous faites ce type de week-end ? Là, on est à 2-3 sessions par an. Ouais. Donc, il y en a une qui est prévue au mois de novembre, du 6 au 8 novembre. Ouais. Il y en a une qui est prévue du 19 au 21 mars l'année prochaine. Ouais. Et là, on vient de terminer en fait un autre concept de trail qui était de stage. En fait, c'était la reconnaissance du 150 km en 3 jours. D'accord. Avec les 3 tronçons qu'on a fait. Toujours avec Julien. En fait, il faut un certain nombre de participants pour que Julien participe parce que forcément, il est rémunéré et même s'il fait des efforts. En dessous d'un certain nombre de participants, c'est compliqué de pouvoir le rémunérer. Bien sûr. Voilà. Donc il faut minimum 6, maximum 12 pour qu'on n'ait pas trop. Parce que après, si le groupe est trop grand, c'est pas gérable. Ouais, c'est pas gérable. Donc voilà.
D'accord, très bien. Dernier mot, je crois que tu as reçu Fred Bousseau avec Trail Endurance Mag pour le Big Test Shoes de cette année. Yes. Tu peux m'en dire un petit mot? Ouais, on en profite pour saluer Fred. Fred, bien sûr. Salut Fred. Qui a tellement aimé le Pays de Forcalquier Montagne de Lure qu'il est venu passer des vacances la semaine dernière. Il était. Non, c'est vrai, mais en fait, voilà pourquoi je peux t'en parler, parce que. C'est avec plaisir que je t'en parle, c'est que ça fait un moment que je côtoie Fred. Voilà, ça fait quelques éditions du Trail de Haute-Provence et puis on se côtoie. Et là, un jour, il m'appelle, il me dit écoute, j'ai le 10e opus du Big Test Shoes à faire, j'aimerais bien découvrir ta région, qu'est-ce que tu peux faire et tout. Je dis bouge pas, par la porte ou par la fenêtre, on va le faire. Et en 2 semaines ou 3, on a tout organisé. Et j'ai eu un super soutien de l'Office du tourisme du Pays de Forcalquier Montagne de Lure, avec notamment son directeur François Goguet qui a réussi à trouver une ligne de crédit. J'ai un hébergeur, la Bastide Saint-Georges, qui a super joué le jeu au niveau du tarif qu'elle a pu faire, et j'ai le restaurant L'Esperluette qui a aussi super joué le jeu pour le prix des menus. Ces acteurs locaux ont permis que Fred ils étaient 16. Moi j'allais dire une bonne quinzaine. Ouais, c'est ça, ils étaient 16, donc c'est un budget de nourrir, de loger 16 personnes. Ils ont pu découvrir chacun et chacune le territoire du Pays de Forcalquier Montagne de Lure. Il y avait 4 sessions, 4 types de chaussures différentes, on a vu 4 terrains différents. Ils ont vu la beauté des sites. Je vais leur montrer le 8 km parce que Fred il voulait pas que je les amène sur plus long, parce qu'il voulait garder la fraîcheur des testeurs, parce que c'est vrai que c'est fastidieux comme opération. Donc il faut quand même qu'ils soient un peu clairs dans leurs idées. C'est clair, bien sûr. Et du coup, et même juste avec le 8 km qui est le THP solidaire, il a été emballé. Ouais, il a été emballé. Là. Il se dit mais c'est bizarre, mais tout le monde devrait avoir un 8 km comme ça de trail. Et donc là, il est revenu découvrir en vélo, parce que c'est un cycliste à la base, notre ami Fred. Ouais. Et voilà, il a vu qu'il y avait un vrai potentiel avec le Pays de Forcalquier Montagne de Lure. Et moi, je trouvais que c'était une belle occasion de pouvoir mettre en lumière le territoire et d'essayer de faire venir de nouveaux coureurs et à nouveau les projecteurs sur le territoire. Donc, ça marche. On va passer à la dernière étape de l'interview. Je vais te poser des questions rapides. Tu essaies de répondre sans arguments, de manière assez concise. Plat favori après la course? Gnocchi. Première fois que j'entends gnocchi. Boisson favorite après la course? Boisson favorite après la course? Bière, juste pour le plaisir de la bière. Gel, bar, les deux ou aucun des deux? Bar. Mais j'ai pas d'argument. Vas-y, mais un petit. T'as le droit à un petit. Ah ouais, j'ai le droit à un petit. Maintenant, je suis passé aux bonbons en fait. Aux bonbons? Mais des bonbons qui boostent. Pas les bonbons Haribo, parce que ça, j'en ai mangé aussi sur les courses. Mais non, j'ai des bonbons qui remplacent les gels, mais qui sont plus digestes. D'accord. Et c'est de la bombe. Et donc, c'est Julien Champigny qui m'a fait découvrir ça. Et donc ça c'est fait maison ou industriel? Non, c'est industriel. C'est industriel. Alors là, question, tu préfères courir en France ou à l'étranger? T'as pas le choix. T'as le choix de ne pas avoir le choix. En France. Tu préfères la terre ou les cailloux? La terre. Les racines ou le verglas? Bon, les racines, sur le verglas, c'est trop... Est-ce que tu préfères courir de nuit ou de jour? De nuit. Tu préfères podcast, musique ou rien du tout? Musique. Tu préfères courir seul ou accompagné? Accompagné. Et alors la dernière question, est-ce que tu préfères participer ou organiser? Il faut en choisir un. Bon, organiser alors. Organiser. Allez, c'est cool, on a fini. Vincent, je te remercie énormément pour ce moment. On en a appris énormément sur le THP, et puis comme je te le disais, j'espère vraiment que l'événement va se faire et puis que toute la ténacité va payer.
Et merci de ton temps, de tes questions qui sont travaillées et qui aussi obligent à réfléchir, donc c'est bien. Et je m'aperçois qu'il y a un truc dont j'ai pas parlé, qui était depuis le départ, qui fait partie de l'inclusive, la capacité à inclure du travail de Haute-Provence, c'est que depuis le début on a mis en place une course solidaire. Enfin, je sais plus si on en a parlé. On en a parlé sur 8 km. Oui, c'est ça. Et donc, qui nous a permis de récolter des fonds et de les reverser à la Ligue contre le cancer. On a reversé depuis la création 9 000 €. Et cette année, on a changé de partenaire solidaire, on a changé de cause. Et on est avec la Fondation Maladies Rares. Donc là, cette année, les fonds qu'on va récolter et qu'on va reverser, ça sera à la Fondation Maladies Rares. D'accord. C'est tout à votre honneur. Félicitations encore pour tout le travail effectué. Et comme je le disais tout à l'heure, vous faites vraiment du chouette boulot. Et merci pour ce que vous proposez. Merci. Je te dis, j'espère à bientôt, Vincent, sur les sentiers ou ailleurs. Nico, le départ est normalement à 7h pour le marathon, le 24 octobre. Donc je te donne rendez-vous à ce moment-là. J'y serai, à Saint-Étienne. Les-Orgues. Saint-Étienne-les-Orgues. Oui, donc on peut peut-être qu'on sera obligé de changer le départ aussi. Je suis en train d'y réfléchir justement. L'important, si possible, c'est de partir. Après, exactement. De où, on verra. Mais... Voilà. Allez Vincent, je te dis à bientôt et merci encore pour tout et pour ton temps. Merci à toi Nico pour ton temps et toutes tes questions. Merci. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que cet entretien avec Vincent Guiliani vous a plu tout autant qu'à moi. Si vous souhaitez vous renseigner ou tout simplement vous inscrire au prochain THP, n'hésitez pas à vous rendre sur Facebook ou Instagram à Trail de Haute-Provence. Pour le LTP, si vous souhaitez nous rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors vous pouvez vous inscrire à la newsletter mensuelle. Si vous souhaitez aider la communauté à grandir, vous pouvez y participer en parlant du projet autour de vous afin de le faire connaître. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode, mais d'ici là n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut